séance jambes et tendinite avec Nutrimuscle et Gundil. On a Nutrimuscle qui ont envoyé un de leurs gars faire un leg day légendaire chez Michael Gundil dans sa salle. Et apparemment, il y a des petites histoires de blessures, de tendinite au genou, donc on va voir tout ça. C'est le Bov, kiné préféré de ton kiné préféré et kiné qui fait le plus fissure du game. Et on est juste parti pour réagir à cette vidéo. Voilà. Vu ta morphologie, t'as essayé de faire des trucs de... Je sens qu'il va être là pour éteindre Gundil. Et là, bah, c'était les legs. Parce que moi, j'ai 2 petites tendinites. Non, en vrai, j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit, ça fait genre 1 mois que j'ai pas entraîné les cuisses à cause de mes tendinites. Soit on va essayer de s'entraîner sur la tendinite, soit on va lui éclater le genou. Ok, bon là, ils ont présenté les intentions. Gundil, il a vraiment un projet pour ses genoux. Blague à part, on peut déjà voir que ce gars-là de chez Nutrimuscle, il dit qu'il a 2 petites tendinites au niveau des genoux. Bon, ça, on sait pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Chose très intéressante et première erreur déjà, c'est qu'une tendinite, c'est une pathologie en rapport avec la charge. Il y a eu une surcharge qui a déclenché des douleurs, mais ça se guérit aussi avec cette charge-là. Et donc pour ça, faut ni faire trop, ni continuer à s'entraîner comme un bourrin et rester dans le contexte qui a fait mal. Et là, lui dit que ça fait 1 mois, je crois, qu'il s'est pas entraîné à cause de ses tendinites. Ça, vraiment, c'est problématique parce qu'on ne guérit pas efficacement d'une tendinite en s'arrêtant. C'est mes petites tendinites, quoi. Ça veut rien dire, petite tendinite. Hein. C'est comme un petit cancer. Ah. Oh, vous inquiétez pas, vous avez un cancer, mais il est tout... Oh, il est tout petit. Bon, ça c'est intéressant ce qu'il dit Gundil, c'est vrai que petite tendinite, bon, on imagine ce qu'il signifie avec ça, ça veut dire des tendinites peu irritables, dans le sens où on ne va pas provoquer facilement les douleurs. Je pense que c'est ça qui signifie quand il dit petite tendinite, ou alors c'est juste un surnom affectueux parce qu'il s'est mis à les kiffer. Mais bref, à mon avis, on va avoir peut-être plus d'infos. J'avais peur qu'on me croie pas. Si on me croit pas, tu vois, au moins j'ai les petites photos. Et là, il est dit, si on me croit pas, j'ai les photos, donc il fait sûrement référence à des imageries. Bon, sachez que sur les stades avancés de tendinite, on peut voir des atteintes structurelles dans les tendons sur des imageries, mais on peut aussi avoir des tendinites, donc des douleurs aux tendons, sans changement visuel à l'imagerie. Et même, on peut avoir des tendons complètement pourris à l'imagerie et ne ressentir aucune douleur, aucune gêne. Vous faites passer des imageries à toutes les équipes de NBA, vous allez voir des tendons bien abîmés aux imageries et pour les genoux les plus performants des États-Unis. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tout ça pour vous dire de ne pas vous enfermer dans les résultats de vos imageries, puisqu'on peut avoir mal sans aucun remaniement structurel, sans aucune dégénérescence au niveau des imageries, et au contraire ne pas avoir mal avec des imageries qui montrent des tendons abîmés structurellement. Après, je prends ouais, le petit MSM. Ouais, pour augmenter un peu la rigidité des tendons pour les gens qui sont hyperlaxes. Ce que je dis, c'est comme l'échauffement et le collagène. C'est comme le mec qui se dit, dans ma bagnole, j'ai un airbag et je mets ma ceinture. C'est pas pour ça qu'il faut conduire comme un con. Ok, ça c'est très intéressant, là il parlait des compléments. Donc le mec qui a des tendinites dit qu'il est sous OptiMSM, bon je sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans, je peux pas me prononcer, mais il a aussi parlé de Nutrimix où il y a du collagène dedans. Bon déjà le collagène n'a pas d'effet prouvé sur les tendinites. Je suis pas en train de vous dire de pas en prendre, si vous trouvez que ça vous fait du bien, eh bien utilisez-le. Ça va rien vous coûter à part de l'argent, en tout cas ça va pas faire de mal, mais ce n'est pas un traitement de premier choix, vous ne comptez pas du tout sur ça pour vous guérir. Et là Gundil disait un truc intéressant, c'est pas parce que tu prends tel et tel complément, notamment avec du collagène, que derrière tu peux te permettre de t'entraîner n'importe comment. Le principal, ça va être votre gestion de la charge d'entraînement et votre récupération. Vous ne pourrez jamais surcompenser une mauvaise gestion de la charge d'entraînement et une mauvaise récupération par une prise de compléments alimentaires. Donc c'est très bien si vous voulez en prendre, mais ne vous dites pas qu'en faisant ça, vous allez pouvoir vous envoyer des séries à foison, tout ce que vous voulez, sans aucun risque. C'est du squat d'un mec qui fait 1m50, ça. Et puis t'as aucune force, quoi. T'as les jambes plutôt en X, les fémurs qui sont hyper longs et les tibias aussi. De toute manière, t'as rien pour faire du squat ou tes pieds, ils sont vachement écartés. Tu marches un peu comme Charlot, là. Voilà. Donc du coup, j'ai réappris le mouvement du squat, j'ai réappris le squat adapté à ma morphologie. Il faut que t'arrives à t'appuyer plus sur les talons et à rester plus droit, le dos. Après, avec l'échauffement, c'était bien chaud et je l'ai plus senti du tout. Est-ce que t'as mal au genou, là, là? Non, là, j'ai pas mal au genou. Incroyable. Waouh, ils ont découvert l'effet d'échauffement. C'est pas comme si j'en parlais depuis je sais pas combien de temps, et encore je suis pas du tout en précurseur. J'ai appris ça de gens qui savaient ça bien avant moi. Et comme vous pouvez le retrouver sur nombre de mes posts récents sur les tendinites, les tendinites ont un comportement de la douleur très typique, très intéressant, notamment avec un effet d'échauffement. Quand on a une tendinite, le comportement classique de la douleur, ça va être mal au début de l'activité, puis plus trop pendant, en fait, une fois que je vais m'échauffer, et ensuite la douleur va revenir après l'activité, une fois qu'on s'est refroidi. Donc là, ils viennent de mettre le doigt là-dessus, et c'est rien de révolutionnaire. Donc je dis pas, peut-être que les corrections morpho-anatomiques de Gundil ont peut-être eu leur effet, mais là, ce qu'il a décrit justement en s'échauffant, c'est un effet d'échauffement classique des tendinites. Non mais en vrai, et tu te rends compte du coup que tu as toujours des solutions à tes problèmes. Et à chaque fois, toujours des solutions. Chaque fois que je vais chez Gundil, et ça fait 2 fois que je change mon entraînement. Bah là, je sens que mes genoux, je les sens plus du coup. Je sens plus à gauche, mais est-ce que c'est parce qu'on est penché ou... Bah, peut-être que t'es mal foutu, je sais pas. Je crois que je suis allé voir une fois une chiropracteuse.
Ouais, non, Elle m'a oh dit là que là, j'avais- oh là là, ouais, non, mais de toute façon, c'est des parce qu'il y a personne qui a les deux jambes. Bah oui, on est tous asymétriques. Bah, mal foutu, on est tous asymétriques. J'avais Non, une Là, il a envoyé un petit tir au bazooka sur les Kiro, et encore plus précisément, les gens qui attribuent les problèmes et les douleurs à cette inégalité-là. En fait, là, Michael Gundil, il a tout à fait raison. Tout le monde a une asymétrie de longueur des membres inférieurs, c'est-à-dire des jambes. Quasi personne n'est symétrique. La symétrie est bien plus rare que l'asymétrie dans notre corps humain. Donc c'est très facile de trouver des gens qui ont une inégalité de longueur des membres inférieurs, parce qu'en fait, il y a 99% des gens, c'est le cas. Et effectivement, là, il a bien fait sa petite caricature du praticien, là, en l'occurrence du Kiro, qui fabrique, entre guillemets, un malade en lui disant « Mais oui, ton problème, c'est parce que tu as une inégalité de longueur des membres inférieurs. » Et le problème, c'est que si on attribue tous les mots à ça, eh bien ouais, on va fabriquer que des malades, puisque tout le monde a cette inégalité-là. Donc c'est-à-dire que tout le monde va avoir des douleurs, des problèmes. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est à jeter. Une grande inégalité des membres inférieurs peut être un facteur de risque au développement de douleurs de genoux, et même d'autres douleurs comme des lombalgies. Mais deux choses. Un, c'est rarement l'unique raison, et en plus, on peut quand même récupérer un corps sans douleur sans changer cette inégalité, puisque bah, on ne fait pas regrandir, repousser ou rapetisser les membres. Et numéro 2, c'est assez difficile de quantifier à partir de combien ça devient un problème. Il faut vraiment qu'elle soit grande pour que ça prenne une grande part dans la survenue de douleur. J'ai une étude pareille, si j'arrive à la retrouver, je vous la mettrai à l'écran ou en description, qui montre que pour que l'inégalité de membres inférieurs devienne un facteur de risque au développement de lombalgie, donc de douleur de dos, eh bien, il faut que cette différence soit de 4 à 6 cm ou plus. Mais 4 à 6 cm, eh bien c'est énorme. La plupart des gens vont se situer en dessous de ça. Donc vraiment, vous en faites pas, vous avez probablement une inégalité des membres inférieurs minime comme moi, comme votre père, qui vous voulez, et pourtant vous pouvez pratiquer sans douleur. Et là, vraiment, je sens plus le genou. En fait, il est bien chauffé, je pense, donc... Ah bon, on va voir maintenant, on va tester. Waouh! Effet d'échauffement encore une fois. Et après, une fois qu'on était bien chaud, on a pu passer à la première machine. Mais d'ailleurs, par rapport à cet effet d'échauffement, aussi vous dites pas du coup que comme vous avez plus mal grâce à cet effet d'échauffement, bah c'est bon, c'est passé. Ça, c'est justement le piège. C'est un truc classique que les gens, ils s'échauffent, ils ont plus mal. Du coup, ils s'envoient des charges qui tolèrent bien en étant sous effet d'échauffement, mais qui sont en réalité un petit peu trop importantes, et du coup, ils vont avoir plus mal après, ou du moins, ils ne vont pas pouvoir observer de diminution de douleur et de guérison. T'as pas du muscle pump alors? Si, j'en ai. Bah, Du muscle pump, tout nouveau. Alors, est-ce que tu fais comme le youtubeur américain, tu mets l'eau directement dedans et puis tu bois comme ça? Non, mais je vais pas faire ça. Bah non, on va pas faire ça. C'est pas assez con. Ah, c'est vrai qu'il faut vraiment être con. Prenez plein de boosters comme ça, plein de caféine, à sec. Il y a une bonne femme qui est morte. Et ce qui fait qu'après, les mecs disent, ouais, il y a des mecs qui sont morts en prenant des compléments alimentaires. Et après, ça devient, ils sont morts d'avoir pris des protéines. Ils ont extrapolé avec les protéines en poudre, quoi. Alors que c'était pas ce qui pose des problèmes, etc. C'est les trucs à base de caféine et de stimulants. Et puis les mecs en prennent beaucoup, donc tu finis par avoir un problème. Voilà, c'est très intéressant, je vais pas rajouter beaucoup puisqu'il a tout dit, mais il a très bien résumé et illustré cette escalade de diabolisation des compléments alimentaires qui part de personnes qui prennent des produits pas forcément recommandés et en plus à des doses bien trop élevées par rapport à ce qu'il faut prendre. Avec ça, des accidents surviennent et puis les médias extrapolent et ça finit en disant voilà, que les protéines et que la créatine et que plein de compléments alimentaires très étudiés et tout à fait safe sont des mauvais produits. Ce qui n'est pas le cas, voilà, veillez simplement à consommer des produits de bonne qualité et dans les quantités recommandées. Contrôle bien. Ça va le genou? Ça va. Je le sens pas. Donc le médecin a raison. Peut-être petite tendinite. Bon allez, hop, c'est bon. On repose. Là, le genou, ça va? Là, le genou, c'est nickel. Bon, bah, on a trouvé la solution. Moi je pense que là on est passé à combien de kilos? Ah, là, oui, il y a un peu plus. Là. On est à 50. Bah, sur le moment, je me suis dit, putain, je peux enfin. Ouais, la solution c'est Michael Gundil. Allez le voir pour vos genoux. Alors voilà, comme j'ai dit, là il est en plein sous effet d'échauffement, donc c'est normal que ça fasse un peu en mal. Après, si ça passe vraiment mieux avec toutes ces techniques, encore une fois, c'est tout ce que je lui souhaite. Et du coup, effectivement, avec des ajustements techniques par rapport à votre morphoanatomie, bah, ça peut aider à mettre moins de poids sur les genoux, à les soulager et à réaliser des mouvements plus adaptés à vous. Mais voilà, ça peut être un truc qu'on peut mettre en place. La tendinite, tu t'es fait ta force. Ouais, je pense que c'est à force de faire le con, hein, comme tu Ah, dis. des machines à la con, des techniques à la con, une morphologie à la con, une génétique à la con. Bah ça fait un ensemble. Que déjà des mouvements que tu n'aurais jamais dû faire. Ah oui, parce qu'on a un paquet de mouvements, quoi. Ok, bon là c'est très intéressant, il nous éclaire un petit peu, il nous dit comment, d'après lui en tout cas, il a développé sa tendinite. Quelles sont les choses qui l'incriminent lui dans l'arrivée de sa tendinite. Et il parle plutôt de la réalisation de hack squat avec de la grande amplitude. Donc, globalement une tendinite, comment ça arrive? C'est quand on surcharge un tendon, il est capable de ça, on lui demande ça, et donc là il devient sensible, il devient douloureux, et si c'est bien le tendon, on peut déjà parler de tendinite. Sur le hack squat, tu vois, j'aimais bien mettre assez lourd et descendre à fond, tu vois, parce que c'est agréable. Quand tu descends à fond et tout, tu sens bien, tout ça, donc c'est cool. Bon, il descend bien, par contre.
Bah, il descend bien. Les gens pensent que c'est une qualité, mais ça ne l'est pas. Voilà, du c'est tout, difficile à dire ce qui a vraiment provoqué la douleur, parce qu'en fait, là, ce hack squat, en soi, ça n'est pas un problème. Si, par exemple, ce hack squat là, il fait un 3x20 dessus à 60 kg, alors que les 3 dernières semaines, il en a fait 3x20 à 20 kg, bah ouais, là, il y a une surcharge trop importante, trop rapide, ça a provoqué de la douleur. Par contre, s'il fait que son hack squat à 60 kg, alors que les semaines d'avant, bah, il était déjà à 60 kg, et c'est une charge bien gérée, bah, il n'y a pas de raison que ça soit le problème. Sauf si à côté, il a des paramètres de récupération de merde, ou bien il a poussé à fond l'entraînement sur d'autres volets, donc ça lui a créé de la fatigue, donc ça fait qu'en gardant la même charge au niveau des cuisses, bah il y a une pathologie qui se développe. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tous les pans de l'entraînement. Et en général, s'il n'y a pas de surcharge, il n'est pas censé avoir de tendinite. Mais donc le hack squat comme ça n'est pas mauvais. Effectivement, avec des grandes amplitudes, ça met plus de demandes sur le tendon, mais ça ne veut pas dire qu'on va se blesser. Si on est entraîné et qu'on est préparé à faire du hack squat avec cette amplitude-là, il va n'y avoir aucun problème. S'il s'est blessé lui dessus, ça veut dire qu'il n'a pas été assez progressif dans l'amplitude, dans la charge. Et là, le discours qui se dégage un peu, qui là est pas ouf, c'est que bah effectivement là, ce squat avec cette amplitude là c'est mauvais, qu'il faut pas qu'il le fasse, alors qu'en fait même en ayant une douleur aujourd'hui il va pouvoir dans quelques mois y retourner simplement en faisant une bonne mise en charge. Ça veut pas dire en augmentant le poids petit à petit. On peut par exemple de semaine en semaine ne pas faire bouger le poids mais juste augmenter l'amplitude, et ça va être une remise en contrainte progressive, pas par le poids mais par l'amplitude. Par contre, point intéressant que Gundy l'a dit, les grandes amplitudes ce n'est pas forcément une qualité, ça dépend de l'objectif qu'on a avec l'entraînement. Est-ce que c'est du bodybuilding, est-ce que c'est de la prépa physique, un autre contexte, est-ce qu'on y est préparé, est-ce qu'on a envie de le faire. Il y a des mouvements sur la musculation où c'est pas nécessaire d'aller chercher des grandes amplitudes parce que ça permet pas d'accumuler beaucoup de tension. Mais par contre, pour se préparer à certains sports, c'est intéressant. Puis même en termes de santé, être capable de tolérer des grandes amplitudes, c'est intéressant. Donc voilà, tout dépend de ces facteurs. Quand tu fais 1m86, c'est quoi la meilleure morphologie? C'est Bah, petit fémur, long ça corps? fait grand pour la muscu, ça fait grand. Ça commence à faire. Puis tu peux te niquer un ligament. C'est vraiment plaisir de s'entraîner avec toi. Bah oui. À chaque fois. Bah attends, là pour l'instant, il n'y a rien. Bon, s'abîmer un ligament en faisant de la musculation, va vraiment falloir y aller. En fait, sans traumatisme, c'est pas possible. Les ligaments, donc les ligaments croisés ou les ligaments collatéraux à l'intérieur ou à l'extérieur du genou, c'est des ligaments qui vont vous protéger contre les rotations et les bâillements au niveau du genou. Et ça, vraiment en faisant de la musculation, ça va jamais arriver, ou tout du moins pas avec de la vitesse et beaucoup de force. Par contre, si par exemple vous êtes sous une barre de squat, vous faites écraser vos genoux, ils se plient, ils se tordent avec vraiment un gros poids qui vous écrase, là ça peut survenir. Mis à part ça, les ligaments en salle de sport, vous devriez pas trop en être inquiété. De toute manière, tous les mecs me le disent. Quand on commence à leur expliquer morphologie, ils me disent ouais, t'as raison, tous les mouvements c'est merdique. Non, mais c'est bon là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Bah, comment le tendon va réagir. Ouais. Parce que s'il se réveille et puis il a les genoux grosses comme des patates et une douleur infernale, on n'aura pas réussi notre coup, quoi. Bon, ça c'est super intéressant ce qu'il envoie Gundy en parlant dans 10 sur 10 là dans cette vidéo. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit ok, on charge pas plus le genou et on attend de voir déjà comment ça va réagir dans les jours d'après. Ça correspond à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'effet d'échauffement. Effectivement, une tendinite ça peut ne pas faire mal pendant l'effort, mais ensuite se réveiller après la séance, voire les jours d'après. Et ça c'est même un très bon indicateur pour savoir est-ce que la charge a été bien tolérée ou pas. Donc prendre un feedback d'au moins un jour après une mise en contrainte sur une tendinite, bah, c'est tout à fait intéressant, ou tout du moins voir à la fin de la journée ce que ça a donné et le lendemain. C'est tout à fait quelque chose qu'on va faire dans une rééducation bien menée. Très bien ça Gundy. T'étires pas? Si, j'étire, mais ça sert à rien de tirer comme un con sur des mollets qui sont pas souples. Hein. Sur les étirements, effectivement, ça sert à rien de faire des étirements d'enculé, d'y aller très très fort et de se faire mal, ça marche pas, ça peut même être contre-productif. À ça préférer des étirements un petit peu plus doux et prolongés. Un petit peu plus doux, c'est-à-dire aller jusqu'à la première sensation d'étirement et puis arrêtez-vous et passez du temps ici. Par contre, il dit que ça sert à rien de venir étirer sur une cheville raide. Bah alors si la raideur n'est pas due à une hypoextensibilité, c'est-à-dire à un manque d'extensibilité du tendon d'Achille, effectivement ça sert à venir étirer. Par contre, ça peut tout à fait avoir un intérêt quand c'est ça le facteur limitant pour venir gagner de la mobilité. Donc ça fait pas mal aux genoux. Il n'y a plus de jus là. C'est vrai? Bah attends, tu me dis que tu fais les mollets 2 fois par semaine. C'est aussi vrai que ça tendinite. Parce que aussi t'as un point fort mollet aussi toi. Bah ouais, mais c'est pas une raison. J'en ai enchaîné 50 plus 10. Sans raconter ma vie. Ah, il régale sans raconter ma vie, là. Ah là là, c'est le meilleur enseignement, c'est la meilleure chose que vous pouvez tirer de cette vidéo. À de très nombreux moments dans votre vie, tentez de la boucler, ne pas parler en fait, ne pas raconter ce que vous allez raconter. Et vous allez être surpris d'à quel point ça va rien changer et de l'énergie que vous allez économiser. Puisque je vous spoil, personne n'en a rien à foutre de votre vie, les gens veulent s'entendre parler. C'est d'ailleurs pour ça que vous parlez la plupart du temps. Et je dis vous, mais je me comprends dedans. Et d'ailleurs, regardez, j'ai ça là, en fond.
Hop, livre absolument banger, 10 sur 10, le livre le plus important que toute l'humanité doit lire. Donc écoutez ce que l'homme le plus sage et le plus bon de la Terre a dit il y a à peu près 2 siècles. En effet, la plupart de nos paroles et de nos actions n'étant pas nécessaires, les supprimer et s'assurer plus de loisirs et de tranquillité. Voilà, hop là, petite value. Tout ça pour dire de la boucle. Ah oui, c'est péter le lot surtout. Hernie discale. Ouais. Tu vois, hernie discale, après t'as plus de mollet. Il y en a, ils peuvent plus marcher. Hein. C'est pas juste un post d'un connard sur internet hein, quand t'as mal au dos. Ouais, non mais les mecs on dirait que c'est que Superman les mecs sur internet. Un petit passage sur les hernies discales, ça va, ils ont pas dit de dinguerie, mais en tout cas, au niveau des imageries, c'est la même chose que sur beaucoup de blessures. C'est pas parce que vous avez une hernie que forcément vous allez avoir mal au dos ou que c'est grave. Et de plus, la plupart des hernies se résorbent même spontanément. Et puis après, il faut savoir est-ce que la hernie gêne ou pas certaines autres structures, notamment nerveuses. Par contre, les douleurs de dos, ce n'est pas du tout à minimiser, que ce soit en rapport avec des hernies ou pas. C'est des choses qui sont très pénibles et vraiment, aujourd'hui, on a plein d'outils pour s'en sortir. Normalisez pas vos douleurs au dos, faites-vous accompagner et recommencez à faire du sport et à vivre. Les gars, faites les jambes et faites les mollets. Fais pas un peu d'ischio, non? Bah moi je laisserai tranquille tes genoux pour attendre le résultat. Ouais. Ok, bon là il a pull-up ces imageries. Sur les tendinites, ça sert pas à grand chose en fait. Les imageries, on va les regarder vraiment pour écarter les trucs graves, mais après on va surtout mesurer en clinique comment elle réagit votre tendinite, à quel moment elle est douloureuse, à combien, le comportement de la douleur, c'est ça vraiment qui va nous permettre de faire le traitement. Vous enfermez pas là-dedans les gars. Ensuite sinon bah toujours bon ce qu'il dit Gundils, on va attendre de voir un petit peu ce que ça donne. On a fait des choses nouvelles, on teste, on prend le feedback et ensuite on voit ce qu'on fait. Et voilà, ça c'est très bien, c'est des choses qu'on met en place en kiné. Rendez-vous dans 2 jours pour savoir l'efficacité de ce qu'on a fait. Là, on est 2 semaines après. Bah écoutez, le genou se porte très bien à l'heure actuelle. En vrai, maintenant, je peux refaire mes 100 jambes avec l'intensité que je mettais avant, donc nickel. Parfois, juste déjà le soir, le lendemain, c'est des très bons indices. 2 jours, mais en fonction des contextes, on peut aller jusqu'à 2 jours. Mais sinon, voilà, toujours l'idée de prendre ce feedback, ça c'est super intéressant. Là, il dit que ça fait 2 semaines et qu'il n'y a pas eu de douleur. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, vous dites pas que vous allez guérir d'une tendinite en une séance. Là, on ne sait pas s'il a retesté les mouvements qui lui faisaient mal. Et puis, on ne sait pas à quel stade où il en était. Si c'était vraiment le tout début, que c'était pas très irritable, bon, ce qui semblait quand même pas être le cas. Alors, vraiment, c'est pas censé partir en une fois comme ça. Ça nécessite quand même de la répétition, peut-être un petit peu plus de temps. Après, faut pas que je force et faut pas que je fasse le débile avec, mais pour l'instant, c'est nickel. Et en vrai, ce que je disais, c'est fou, genre... Voilà, ne pas retourner au truc qu'il faisait avant. Faut garder de la progressivité, il faut pas refaire des grandes amplitudes, des grosses charges tout de suite. Mais sinon, il l'a dit, il peut refaire ses entraînements en mettant de l'intensité. Et ça, c'est le cas, c'est possible. Si vous avez des tendinites, vous pouvez continuer à vous entraîner en gardant du plaisir, en progressant, ou tout du moins en faisant un petit peu d'hypertrophie si on doit mettre de côté la force. Enfin, il y a plein d'adaptations à faire. Et souvent, en changeant juste un petit paramètre, une modalité, vous allez vraiment pouvoir faire une grande partie de vos exercices et ce sans douleur. Même quand t'as lu ses livres, etc., bah en fait, t'en apprendras toujours de lui, tu vois. Genre, ça fait 2 fois que je vais chez lui et on a toujours appris à chaque fois que j'y vais. Donc en vrai, il y a toujours des solutions. Toujours des solutions, les gars. Et d'ailleurs, il y a son livre qui sort fin d'année. Donc là, vous aurez plus d'excuses pour skip les legs. Ok, oui, les gars, il y a son livre qui sort fin d'année. Bon, là, c'est en 2024, donc le livre est déjà sorti. Je me le suis procuré week-end dernier et je compte vous faire une review de son livre. Dites-moi déjà si ça vous intéresse. En tant que kiné spécialisé en muscu en France et kiné qui fait le plus fissure et vraiment qui adore la muscu et les sports de force, qui pratique. Je sais qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris des trucs. C'est un nouveau format, dis-moi ce que t'en penses. C'est react un petit peu plus long que ce que j'ai pu faire sur Insta. Tu peux aussi liker pour soutenir, voilà, le temps que je l'ai dit, tu l'as déjà fait en un clic, bim, c'est bon, c'est fait, t'es un crack. Voilà, commente pour donner de la force ou pour poser une question, vraiment si t'as un truc à dire, ou faire un retour. Partage sur tes réseaux ou à des gens, ou envoie directement à des gens qui pourraient être intéressés par cette vidéo. Et enfin, j'accompagne les athlètes comme toi qui pratiquent streetlifting et musculation pour qu'ils puissent se débarrasser de leurs douleurs, guérir de leurs blessures, bref, pouvoir s'entraîner sans avoir mal, c'est ma spécialité. Donc si ça t'intéresse de savoir le plan qu'on peut mettre en place et de discuter de ton cas, ajoute-moi sur Instagram, envoie-moi un message. Sur ce, je te dis salut. N'oublie pas, être faible n'est pas une honte, le rester, si.